Bienvenue à tous, un grand merci pour être aussi nombreux sur cette première journée d'un cycle qui nous paraissait être extrêmement important de lancer en 2024. Pour plusieurs raisons. Je reviendrai dessus, je pense, tout à l'heure. Mais en tout cas, je tenais avant tout à vous remercier pour votre présence, vous souhaiter la bienvenue en ces murs, également préciser mes remerciements à l'égard de plusieurs personnes qui vont contribuer, je l'espère, au succès de cette journée. Bien évidemment, l'ensemble des participants qui ont été sollicités en un temps record, je tiens à le souligner, et qui ont tous répondu de manière extrêmement positive à cette première journée. Je tiens à remercier également Hakima Ben Abderrahman et Benoît Dercy, que vous avez pu rencontrer pour certains en arrivant, sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir lieu. Elle n'aurait pas pu avoir lieu pour des raisons toutes simples d'agenda, puisque c'est un sujet qui remonte à plusieurs années maintenant. Nous avons effectivement, avec mes deux complices qui sont à mes côtés, Ariane Thomas et Hélène Bouillon, souhaité monter initialement un colloque autour des femmes archéologues. Et puis, les temps passant, les agendas étant ce qu'ils sont, c'était particulièrement compliqué, effectivement, de pouvoir se mobiliser. Donc, c'est vrai que cette journée, elle a pu être réalisée parce que nous avons accueilli dans l'équipe, il y a peu de temps, ces deux personnes dont je vous parlais, qui sont vraiment les chevilles ouvrières, en fait, clairement, de cette journée. Alors, ce projet, il est né, effectivement, en 2021. Il est né d'un moment qui est un moment assez classique de déjeuner ou de café, je ne me souviens plus très bien des circonstances, où effectivement nous souhaitions évoquer cette particularité des femmes archéologues en fonction de nos différents terrains. Nous avons toutes des horizons, je dirais, assez distincts. Moi, j'ai plutôt travaillé initialement sur l'Europe occidentale, Ariane sur la partie proche-orientale et moyenne-orientale, et Hélène sur les questions égyptiennes. Et en évoquant l'ensemble de ces différents cas, on s'est dit, OK, il y a quand même des traits qui sont des traits récurrents autour de la place que l'on a bien voulu, à un moment donné, laisser dans les femmes. Et ces traits, on est en train de les voir réémerger à travers les recherches, menées en matière notamment d'historiographie ces dernières années. Et on les voit aussi émerger dans un certain nombre de points, je dirais, qui sont essentiels sur l'accès au terrain. C'était notre angle de départ. Et progressivement, effectivement, en travaillant sur ces sujets, on s'est rendu compte que loin d'être finalement passées, ces réflexions qui sont nées il y a maintenant pratiquement un siècle et demi, je pense qu'on peut le dire, avec l'histoire de l'archéologie, avec les premières femmes qui sont intervenues sur le terrain, et bien finalement, elles ouvrent aujourd'hui à de nouveaux questionnements, de nouveaux positionnements aussi, qui sont importants d'être connus, je pense, à la fois du terrain de la recherche, et vous êtes un certain nombre issus des réseaux professionnels, mais également du terrain public. Et c'est aussi pour ça que ça nous paraissait être important de lancer, à partir de cette année, en tout cas, un certain nombre de journées de réflexion ouvertes à tous les publics. Sur ces questions également de terrain dont je vous parlais, les questions disciplinaires, les questions de sol, les questions d'archives, en tout cas, sont réexaminées aujourd'hui sur un certain nombre d'angles. On l'a vu, cette place croissante, effectivement, des recherches, notamment historiographiques, est importante, est prépondérante. Et c'est pour ça que cet après-midi, vous aurez notamment 3 destins de femmes qui vont être évoqués en ces murs. Ces femmes, elles ont un lien particulier aussi avec le Musée d'archéologie nationale, puisque nous sortons de 6 ans de très lourds chantiers de collection et que nous avons trouvé un certain nombre de reliques de leur présence sur le terrain. Ces reliques, elles apparaissent sous forme de carnets de fouilles, bien évidemment. Ça, c'est la partie, je dirais, la plus évidente et la plus lisible. Mais elles apparaissent aussi sous l'angle des contenants qui ont pu être choisis et sélectionnés sur le terrain. Et vous en avez un exemple à l'heure actuelle qui est exposé comme objet du mois, un peu plus haut à l'entresol, si vous avez le temps de jeter un coup d'œil, qui est une boîte à bas, une boîte collant concrètement, utilisée effectivement pour récupérer le matériel sur le mont Carmel lors des fouilles de Dorothy Garreau. Donc un exemple comme un autre, mais qui montre aussi cette importance qu'elles ont pu avoir sur l'ensemble. Et puis cette matinée, pour nous, était importante pour introduire aussi cette question de la place des femmes dans les réseaux professionnels archéologiques contemporains. Je vous le disais, c'est une question qui n'est pas réglée aujourd'hui, c'est une question qui nécessitera effectivement d'être posée, je pense, et c'est aussi une question que nous reposerons dans 5 ans. C'est un choix, pour moi, important de pouvoir aussi, à un moment donné, stimuler ces prospectives et stimuler également ce que nous pourrons restituer comme résultat à la société autour de cette place des femmes archéologues. Choisir de l'archéologie, c'est déjà, je dirais, une forme de liberté. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde et ce n'est pas le cas pour tout le monde aujourd'hui à l'échelle internationale. Choisir de pouvoir effectivement s'orienter sur ces sujets, de pouvoir accéder à un terrain, ce n'est effectivement pas une réalité aussi pour tout le monde dans le monde. Et ça, je pense qu'Ariane en particulier pourra l'évoquer. Effectivement, c'est notamment le cas en Orient aujourd'hui. Je conclurai là-dessus cette partie. En remerciant d'abord vous d'être nombreux, et puis effectivement le Musée d'archéologie nationale et les organisateurs de faire qu'elle puisse se dérouler aujourd'hui. Dites-moi.
Ouais, je le rapproche. Je voulais revenir sur ce qui a été dit par rapport au fait que c'est effectivement le contexte qui est le nôtre qui nous amène à en parler, mais aussi parce que vous allez en entendre certains, il y a de plus en plus de recherches et c'est peut-être lié aussi à une autre forme de contexte. Malheureusement, une des étudiantes liées au contexte proche-oriental ne pourra pas vous en dire plus sur Dorothy Garotte, mais ce n'est que partie remise, Raphaël Ranou ayant eu un empêchement majeur, ce qu'on regrette évidemment avec elle. Mais ceci dit, ce contexte, c'est celui de la transmission de la mémoire également. Et je tenais à saluer que les étudiants et les étudiantes qui se sont attelés et qui continuent de s'atteler à ces sujets sont aussi ceux qui ont pu, et on s'en réjouit, récupérer autant que possible eh bien, une forme de transmission avant qu'une certaine génération disparaisse, et en particulier celle qui a, on va dire, grandi dans l'entre-deux-guerres et qui a commencé sa carrière ensuite au moment où juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qui est celle qui a eu grosso modo, et sauf quelques exceptions évidemment, les premiers accès au terrain, les premières études académiques vraiment parallèles à celles des carrières masculines, mais pour le coup qui n'ont souvent pas eu de véritable carrière. Et transmission de la mémoire, il faut la poursuivre parce qu'il y a aussi une génération vieillissante qui est celle, pour le coup, qui, dans les années 70 et 80, a eu accès, pour le coup, outre que les terrains, à de véritables carrières, aussi bien archéologues que dans les musées, qui sont évidemment, ici, c'en est l'exemple, parfaitement, très directement liés. Donc voilà, donc sans faire trop de teasing, parce que l'Orient sera, je l'espère, représenté dans les séances suivantes. En fait, à côté de figures très anciennes, nées au milieu du 19e et très célèbres, comme Gertrude Bell pour les anglo-saxons ou Jane Dieulafoy pour les Français, qui sont des exceptions absolues, et bien souvent, et pendant très longtemps encore, plusieurs générations de femmes, donc jusqu'à ce que je viens de brièvement évoquer, n'ont eu accès au terrain que lorsqu'elles étaient des épouses. C'est d'ailleurs le cas de Jane Dieulafoy que je viens de citer pour l'Iran, et ça se poursuit jusqu'à Tania Girchman, autre figure bien plus tardive. Mais on peut penser à Ria Akin pour l'Afghanistan. On peut également se rappeler de Catherine Menkewouli pour l'Irak. Et puis encore, dans les années 60, Mireille Dunant, qui était quelqu'un qui était très diplômé et qui a accompagné son mari pendant des décennies sur les fouilles. Et quand on dit les accompagner, c'est ça aussi qu'il faut sans doute remettre en valeur. C'était un accompagnement scientifique, physique, réel de la fouille. Tandis que pour le coup, d'autres, dans ce teasing rapide, on le voit, et les étudiants qui travaillent dessus le remettent en valeur, des femmes qui ont fait en revanche, quand elles n'étaient pas des épouses d'archéologues, souvent ont dû faire des choix de vie d'une part. Ce sont souvent des femmes qui n'ont pas eu de famille, qui n'ont eu ni époux ni enfants, pas de salaire non plus souvent, et ça crée aussi des différences sociales qu'il s'agira de mettre en valeur, parce qu'elles avaient des rôles de bénévoles, et puis des choix de travail, à la fois dans leurs sujets, dans leurs approches. On voit que depuis Jane Dieulafoy, beaucoup se sont aussi centrés sur des aspects plus de médiation, de diffusion, parce que c'était la place peut-être qu'elles arrivaient à prendre, de documentation. Je pense à quelqu'un qu'on oublie souvent, comme Marguerite Rutten dans les années 30, toujours pour l'Orient. Et peut-être, c'est une question, mais peut-être jusqu'à aujourd'hui, où on voit des femmes qui se sont emparées d'aspects jugés parfois documentaires de la pratique archéologique, comme la carte archéologique, mais qui sont tout à fait fondamentaux, et plus particulièrement en Orient, où ça contribue en plus à la sauvegarde du patrimoine. Donc voilà, je voulais juste dresser à grands traits, et peut-être, avant de passer la parole à je pense que ces études et ces mémoires ne doivent pas se faire sans oblitérer cet aspect-là, qu'il y a, j'ai cité au début, des exceptions même très précoces, et qui ont été liées pour le coup à des soutiens très masculins. Je voulais par exemple parler d'un ancien directeur du département des Antiquités orientales du Louvre, René Dussault, qui a aidé par exemple Denise Le Lasseur ou Judith Marquet-Cross à
non seulement être sur le terrain, alors que d'autres avaient tendance à demander mais pourquoi voulez-vous aller sur le terrain archéologique, non seulement ils les ont aidés à aller sur le terrain archéologique, mais à le diriger. Je pense effectivement à la direction dès les années 20 de fouilles par ces femmes qui font très exception à cette période. Et un peu plus tard, dans les années 60, quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, l'archéologue Agnès Piquet, qui disait toujours à quel point elle devait à la fois à Barthel Rouda, un collègue allemand, d'avoir eu accès aux fouilles archéologiques, mais également à un certain Pierre Ramier, d'avoir pu entrer au CNRS, d'avoir été soutenu, et là, pour le coup, par rapport à ce que je disais, d'avoir fait carrière. Mais évidemment, et jusqu'à présent, ça n'est pas toujours le cas, un peu partout, mais plus particulièrement. Et effectivement, dans certains domaines du Proche-Orient, évidemment, on ne peut que penser à l'Afghanistan, où aujourd'hui, les femmes ne peuvent même plus avoir accès aux formations académiques, et évidemment à d'autres terrains. Nous avons en ce moment au département une franco-iranienne qui, elle aussi, a eu d'autres approches, pas des moins intéressantes, par exemple sur les nomades, par des choix qui s'imposent aussi par les conjectures difficiles de terrain empêchés, très nettement, très officiellement, ce qui n'est heureusement pas le cas tout de même de beaucoup d'autres terrains archéologiques, qui ne sont pas exempts de complications, mais autres, et c'est le cas, pour le moment, on l'espère, de l'Égypte. Effectivement, peut-être qu'à l'heure actuelle, l'Égypte est un petit peu plus facile pour une femme archéologue et on espère que ça va rester le cas. Ça ne l'a pas toujours été. Alors, avant de développer cet aspect, je voudrais moi aussi remercier d'abord Rose-Marie Mousseau de cette invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir introduire avec vous aujourd'hui ce cycle qu'on appelait de nos voeux déjà depuis pas mal d'années. Et puis merci encore à Akima et à Benoît, sans qui cette journée d'études ne pourrait pas avoir lieu. Quand on s'est rencontrés effectivement pour commencer à parler de ces cycles ou de ce colloque, j'avais en tête un autre cycle de colloque qui était plus sur les femmes et le savoir en général. On reviendra là-dessus peut-être juste après. Et on s'est rendu compte effectivement avec Rose-Marie, avec Ariane, que dans nos domaines, les femmes archéologues étaient encore à célébrer. Parce que ce domaine d'études sur l'histoire de l'archéologie n'est pas encore assez développé. En tant qu'égyptologue, bien évidemment, et en tant que femme égyptologue, j'ai en tête, comme à peu près tout le monde, le modèle de Christiane Desroches-Noblecourt, qui est un petit peu notre mère à toutes, qui est la première pensionnaire femme à l'Institut d'archéologie orientale au Caire, qui est aussi la première directrice femme des antiquités égyptiennes au musée du Louvre. Et qui peut-être par sa présence extrêmement importante, qui non seulement a apporté à l'égyptologie, mais aussi au rayonnement de l'égyptologie auprès du grand public grâce à 2 expositions exceptionnelles qui ont eu lieu sur Ramsès II et Toutankhamon dans les années 70, mais aussi à la France, à l'international, dans le sens où la France a participé à la sauvegarde des temples de Nubie au moment de la construction des barrages d'Assouan. Peut-être que cette présence exceptionnelle a un peu oblitéré le fait qu'elle n'était pas la seule et le fait qu'avant elle, il y a eu d'autres femmes archéologues. Et effectivement, pas que des femmes d'eux. Il y a eu des femmes d'eux. Il y a eu Hilda Petry, par exemple. Mais en fait, dès la fin du 19e siècle, il y a aussi des femmes archéologues qui ont compté dans le sens où leurs écrits sont encore, pour nous, égyptologues, des écrits dont on se sert tous les jours. Le Porter Moss, par exemple, est quand même la Bible de l'égyptologue, au même titre que le lexicon d'art égyptologie. Et donc, je voudrais rendre hommage à une recherche sur ce point-là qui commence à émerger, et notamment avec une exposition qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an et demi, au musée Bargouin de Clermont-Ferrand, qui a rendu hommage à Marcel Beau, avec un article très intéressant d'Hélène Virenque qui a
remis d'actualité cette recherche archéologique sur les femmes égyptologues et qui a permis de faire émerger des noms qu'on avait un petit peu oubliés des noms de femmes qui ont œuvré, qui ont été les premières, les pionnières en fait dans l'égyptologie. Je pense qu'au-delà de célébrer les femmes archéologues, la place des femmes dans l'univers des sciences est quelque chose qu'il va falloir aussi développer et durant ce cycle et en parallèle de ce cycle sur l'archéologie au féminin, parce que je m'étais rendu compte en donnant un cours sur les femmes en Égypte que très souvent les femmes égyptiennes, alors là je parle des femmes égyptiennes dans l'Antiquité, étaient célébrées quand c'était des femmes de pouvoir, mais que très souvent, on ne savait pas ce que les femmes savaient. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des femmes savantes ? Et là, je vais rendre hommage à une recherche là, qui vient de commencer. Une doctorante en ce moment travaille sur les femmes savantes en Égypte. Sa thèse est dirigée par Chloé Ragazzoli. Et je pense que cet aspect-là aussi est un aspect extrêmement important parce que très souvent, on célèbre les femmes de pouvoir, mais les femmes de savoir sont encore un domaine qui est encore à développer.